On reparle donc avec l'invité d'Au cœur de l'info ce soir, Pierre Gervais, professeur de civilisation américaine à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Merci France à vous. 24. Émilie Musset, notre correspondante à New York, nous le disait à l'instant, visiblement, il y a foule, c'est le moins qu'on puisse dire, à New York. Ça s'annonce d'ailleurs comme le plus grand rassemblement de toutes les journées No Kings. Il y en a eu 3, enfin c'est la 3e en l'occurrence. Malgré la dérive autoritaire, disons, de Donald Trump, ses violations répétées de l'état de droit, la démocratie américaine et les contre-pouvoirs demeurent bien vivants dans le pays. Alors, la démocratie, oui, les contre-pouvoirs, beaucoup moins. Nous sommes dans une situation, effectivement, dans laquelle le mouvement No King est né, entre autres, du fait que Trump s'est affranchi de la Constitution américaine sur un certain nombre de points dès les débuts de son deuxième mandat. Par exemple, en reprenant la main sur le financement, le Congrès, normalement, a ce qu'on appelle le pouvoir de la bourse. C'est un pouvoir dont il a été techniquement privé par Trump depuis maintenant plus d'un an, puisque Trump dépense ce qu'il veut comme il veut, sans tenir compte du tout du Congrès. Nous avons également une situation dans laquelle la Cour suprême protège Trump jusqu'à un certain point et lui a ouvert un certain nombre d'immunités sur ses activités personnelles qui fait de lui quelqu'un qui est assez nettement au-dessus des lois. Et enfin, vous avez ICE, effectivement, qui est la police, on pourrait dire la police politique de Trump, qui pour l'instant du moins s'est attaqué évidemment à des immigrants, mais en dehors, en s'affranchissant là encore de la Bill of Rights, des droits fondamentaux votés après la Constitution, les protections juridiques, l'interdiction de rentrer dans les lieux privés sans mandat juridique, des choses comme ça. Tout ça, on a vu ça dans la dernière année, et l'opposition démocrate est très faible, voire silencieuse, complètement paralysée par ses dissensions internes et son incapacité à construire un Comment on l'explique contre-discours. d'ailleurs? Vous parlez de dissensions Alors ça, internes, c'est le fait que cette opposition démocrate est divisée entre une base que nous voyons dans la rue là ce soir, qui est celle de No Kings, dans grande partie, et puis un sommet, un appareil de parti qui est extrêmement sclérosé, gérontocratique, il faut le bien dire, dans une large mesure, assez corrompu, si l'on veut. Ça n'est pas forcément de la corruption, mais c'est des gens qui sont étroitement liés à toute une culture de consulting et de financement de lobbyistes, et qui n'ont pas du tout envie, finalement, de remettre en cause le système actuel. Donc vous avez des gens dans la rue à l'heure actuelle dénonçant, y compris d'ailleurs des leaders démocrates comme Ro Khanna en Californie, dénonçant ce qu'ils appellent la classe Epstein, c'est-à-dire une couche finalement d'élite au-dessus des lois, qui aimerait bien garder ses positions de privilège. Et effectivement, on peut penser que une partie de l'inactivité démocrate vient de l'acceptation tacite de cette situation. Alors le mouvement No Kings qui s'annonce massif, visiblement, on voyait d'ailleurs il y a quelques instants des images en direct de New York, brasse, disons, beaucoup plus large que les précédentes journées No Kings. Selon en tout cas les organisateurs, dans les cortèges, donc il y a ces cortèges dans les grandes métropoles, toujours New York, Washington ou encore Los Angeles, mais aussi dans les banlieues, les zones rurales, jusqu'à, pour l'anecdote, la ville de Kotzebue, je sais pas comment on prononce. Voilà, Kotzebue, petite ville de l'Alaska, au-delà même du cercle polaire. Qu'est-ce que ça nous dit, ce brassage très large sur ce ras-le-bol, justement? Alors, c'est une possibilité d'élargissement du mouvement. On va voir ce que ça donne. Ça sera important d'ici l'automne. On verra aux élections de l'automne si la démocratie américaine survit. Ça n'a rien d'évident à l'heure actuelle. Mais effectivement, les premiers mouvements ont été des mouvements, pour le dire rapidement, de gauche, disons. C'était des mouvements qui étaient structurés autour quand même de la défense de la Constitution, qui est normalement un sujet transpartisan aux États-Unis particulièrement. Vous avez toute une droite très libertaire qui est tout à fait opposée, libérale-libertaire, qui est opposée au pouvoir de l'État. Mais enfin, au départ, quand même, l'opposition était très à gauche. Depuis quelques semaines, voire un mois, 2 mois, 3 mois, plusieurs événements sont venus compliquer la position d'une partie de la base Make America Great Again, et où effectivement il y a eu des signes de fracture sur 2 points. On l'a vu notamment sur la guerre en Iran. Sur la guerre en Iran, mais avant ça, sur l'affaire Epstein. Je crois qu'on ne peut pas sous-estimer l'impact de l'affaire Epstein, parce que l'affaire Epstein touchait finalement au cœur de cette classe dirigeante américaine, et pas seulement américaine. D'ailleurs, Epstein était quand même quelqu'un qui a fait sa fortune et qui était au cœur de réseau parce qu'il faisait de l'évasion fiscale.
C'était quelqu'un qui était un spécialiste mondial d'évasion fiscale et qui, à ce titre, circulait dans des milieux très divers qui allaient des monarchies du Golfe aux plutocrates et oligarques russes, en passant par toute une élite américaine, bien sûr. Et ce milieu, qui a été un milieu protégé, je ne veux pas dire qu'ils étaient tous pédophiles du tout, hein, il y avait une sous-population là-dedans qui a effectivement participé au crime de Epstein, mais la plupart d'entre eux avaient des relations d'affaires avec Epstein. Et ça, c'est quelque chose qui était déjà perçu jusqu'à un certain point aux États-Unis, et Trump avait en partie fait campagne contre ça. Il avait fait campagne en se présentant comme l'homme qui allait mettre fin à ce type de situation. Or, il est cité d'innombrables fois. A démontré que, évidemment, Trump faisait partie de ce milieu, lui, du coup, tout à fait, a probablement participé à certaines opérations, en tout cas d'après ce qu'on voit sur ce qu'il a offert comme cadeau à Epstein, qui était un dessin de femme nue. Pour le dire crûment. Et donc, vous aviez ce mouvement MAGA qui était un mouvement anti-élitaire, qui était un mouvement populiste très opposé à ce type d'élite, et qui se trouve confronté à la réalité du fait que le département de la justice américain a refusé de communiquer les fichiers Epstein, encore maintenant, en dépit des lois, d'ailleurs, au passage, puisque le Congrès a voté une loi là-dessus. L'autre élément, c'est évidemment la guerre d'Iran. Il y avait déjà eu du tirage au moment de l'affaire du Venezuela, de la capture de Maduro, parce que le mouvement MAGA était aussi très isolationniste. L'idée était justement, de Donald Trump, donc élu sur cette promesse de America First, l'Amérique d'abord, réélu avec le même slogan. Cet interventionnisme débridé, si on peut dire, tant au Venezuela qu'en Iran, ça déstabilise, ça décontenance cette base MAGA? Pas toute la base est divisée. Je pense qu'il n'y a qu'une minorité que ça décontenance au point d'aller manifester dans la rue avec No Kings, mais je pense qu'il y a une minorité qui existe de cette base et qui a le sentiment d'avoir été trompé et que, en fait, Trump représente la continuation de ce à quoi il s'opposait, l'impunité des classes dirigeantes, la descension sociale pour les classes moyennes américaines avec des charges et une inflation trop élevée et des charges de plus en plus élevées également, et puis un interventionnisme à l'étranger que ces mêmes populations jugent trop dispendieux. C'est une question d'argent, tout simplement. C'est-à-dire, est-ce que l'argent qui est utilisé pour bombarder l'Iran ne devrait pas nous revenir à nous, les Américains, et être utilisé pour nous, les Américains? Alors, c'est un raisonnement, évidemment, qui a ses limites, parce que le soft power, comme on dit, américain, a des bénéfices qui sont des bénéfices sonnants et trébuchants. Et donc, le caractère un petit peu impérial de la politique américaine a aussi des avantages économiques. Mais il est certain que pour l'homme de la rue ou la femme de la rue, les gens un petit peu qui sont relativement peu informés de la situation internationale, cette intervention en Iran apparaît comme, là encore, une trahison des promesses de Trump. Le sentiment aussi que sa politique étrangère est trop influencée par son allié israélien. Alors, c'est une autre... On sait que plusieurs voix se sont élevées ces derniers jours au sein du camp républicain, notamment la chef du renseignement Tulsi Gabbard, ou encore ce haut cadre de l'antiterrorisme Joe Kent, qui a d'ailleurs démissionné en disant que l'Iran ne représentait pas de menace imminente, contrairement à ce que Donald Trump avait affirmé, comme une justification pour passer à l'acte en Iran. Alors là, on passe sur un troisième élément de la coalition MAGA qui a de plus en plus de problèmes à y rester, qui sont les antisémites. Il y a une forte dimension d'antisémitisme très violent de gens qui sont techniquement des néo-nazis et qui est tout à fait représenté au sommet de la hiérarchie MAGA. Donc ça, c'est des gens pour qui évidemment l'alliance avec Israël pose un gros problème. En particulier s'ils ont l'impression qu'Israël tire les ficelles, si je puis dire. Parce qu'il y a un vieux trope antisémite aussi. Et donc la réalité, parce qu'évidemment c'est la réalité, le génocide à Gaza n'aurait pas pu avoir lieu sans l'accord américain. L'attaque sur l'Iran est essentiellement rend surtout service à Netanyahou, beaucoup plus qu'aux Américains. Donc effectivement, Trump suit Israël, c'est tout à fait incontestable. Mais évidemment, c'est pas non plus un complot juif international. Et là, on rentre dans un discours. C'est pas ce que disait Joe Kent. Il disait juste que cette justification, en tout cas, de cette menace imminente sur l'Iran était fausse. Oui, mais Joe Kent disait aussi qu'il s'agissait de faire plaisir à, je ne sais plus quels sont les termes exacts qu'il avait employés, mais c'est ce qu'on appelle un
dog whistle dans le jargon universitaire, c'est-à-dire que c'est un coup d'ultrason qui est entendu par les antisémites. Et il s'agissait tout à fait, Joe Kent est un exemple de ce type de choses. C'est quelqu'un qui est profondément antisémite, en fait, et qui donc est très gêné par l'idée que ça puisse être, d'une certaine façon, un complot juif, entre guillemets. Donc vous avez cette troisième composante MAGA qui, là encore, est très désarçonnée par ce qui se produit. Et donc il y a des fractures à l'intérieur du camp MAGA. Après, est-ce que ça va se traduire par autre chose que des abandons à la marge? Ça n'a rien d'évident, parce que c'est quand même c'est un mouvement autoritaire, certainement néofasciste au moins, avec une forte dimension de secte, voire même des dimensions religieuses. Alors justement, il conserve... Donc ça ne va pas forcément se diviser comme ça. Voilà, Donald Trump conserve quand même un socle de partisans, enfin vous l'avez dit, vous l'appelez une secte, en tout cas de partisans durs, et je perds mon oreillette, tout va bien. Et à ce sujet, c'est le direct. Et à ce sujet, c'est votre image carte blanche du jour, d'ailleurs c'est une tradition dans le cœur de l'info, vous vouliez visionner des images, alors générées évidemment, on le précise, par intelligence artificielle, qui représentent Donald Trump. On va voir ces images aux côtés du Christ. Peut-être qu'on peut voir, voilà, ce sont de très belles images IA, hein, ça se voit bien. Des images souvent brandies par les Trumpistes, justement les plus fidèles, disons. Qu'est-ce que vous vouliez dire à ce sujet, et qu'est-ce que ça dit justement de ce socle d'irréductible MAGA? Alors une partie de ce socle est composée d'une mouvance religieuse qui était au départ protestante, hein, c'est des fondamentalistes protestants, mais qui a été rejoint dans les années 50-60 par un mouvement catholique. Alors au départ, c'était des protestants du Ku Klux Klan qui étaient opposés aux catholiques comme étant des suppôts du diable, hein, puisque les protestants considéraient les catholiques comme hérétiques. Mais ça c'est, disons que l'union s'est faite autour de l'opposition aux années 60 et à la libéralisation des mœurs, aux nouvelles sexualités, à l'avortement, à toutes ces choses. Et vous avez eu un mouvement extrêmement important d'opposition très violente et de volonté de retour à un 19e siècle imaginé, bien évidemment. Et dans ce mouvement-là, il y a une forte composante millénariste, comme on le dit, c'est-à-dire de gens qui attendent la fin du monde, qui attendent le millénium. Toute une partie des millénaristes protestants considèrent que quand Israël aura été reconstitué dans ses frontières bibliques d'origine, ce sera la fin des temps, et le Christ reviendra, par exemple. C'est une théorie assez répandue dans les milieux extrémistes protestants. Et dans cette mesure-là, vous avez toute une branche qui, effectivement, considère que Trump, malgré ses faiblesses intrinsèques, est l'outil de cette réalisation de la fin des temps, d'où les images que vous voyez, qui sont des images dans lesquelles Trump est l'envoyé direct du Seigneur. On a beaucoup parlé de ces raisons, notamment en politique et étrangère, de cet interventionnisme de Donald Trump qui mécontente une grande partie des Américains, que ce soit donc côté démocrate ou républicain. Point commun, en tout cas, autre point commun de crispation, c'est l'inflation et la situation économique du pays. Oui, alors c'est déjà ce qui avait amené la victoire de Trump en réalité. Si on remonte aux années au début des années 2020, Joe Biden a commis deux erreurs. D'une part, il a démantelé tous les systèmes d'aide qui avaient été mis en place au moment de la crise du Covid. Donc les gens se sont retrouvés sans un système d'État-providence qui avait été considérablement renforcé ponctuellement, et ils en ont été privés au moment précis où l'inflation augmentait assez considérablement. Et toute une série de commentateurs ont expliqué que l'économie américaine marchait bien sous Biden, mais il s'agissait de chiffres agrégés, comme on dit, c'est-à-dire que ça marchait bien en moyenne, mais en réalité, pour la masse de la population, la santé, l'éducation, le logement devenaient hors de prix. Et vous avez effectivement une situation dans laquelle, en 2024, autant qu'ils m'en souviennent, pour la première fois, la majorité des Américains a déclaré à Gallup, à l'Institut de sondage, qu'ils ne se considéraient pas comme de la classe moyenne. C'est-à-dire qu'ils se considéraient comme de la classe moyenne. Et ça va lui coûter cher au midterms, en novembre prochain? Là, on va voir, parce qu'il faudrait encore qu'il y ait des midterms, au sens classique du terme. Nous ne sommes pas dans une situation dans laquelle les midterms vont nécessairement se dérouler de manière normale. Vous pouvez très bien avoir des interventions violentes de la police de l'immigration autour des lieux de vote, et puis plus directement, et il y a déjà eu des ballons d'essai en ce sens, de l'appareil judiciaire fédéral pour annuler des élections ou confisquer des machines et des bulletins de vote de façon à imposer une victoire républicaine. C'est-à-dire que nous ne sommes pas du tout, à l'heure actuelle, certains du degré auquel les élections de l'automne seront véritablement démocratiques. Ce sera en fait le test principal.
Ce qui est rassurant jusqu'à un certain point, c'est qu'on a un petit peu l'impression quand même que parmi les mouvements autoritaires et néofascistes du XXe siècle, le mouvement MAGA compte quand même parmi les plus désorganisés et divisés. Donc je crois qu'on peut dire ça comme ça. Il y a une certaine incompétence à la tête du mouvement qui pourra peut-être protéger la démocratie américaine. Merci beaucoup Pierre Gervais d'avoir Merci à vous. répondu à nos questions.